Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV, au sommaire ce soir. Le budget Outre-mer 2026 adopté au Sénat, les crédits alloués à nos territoires sont en baisse par rapport à 2025. Un vote réalisé dans un climat très tendu. Plusieurs sénateurs ont quitté l'hémicycle en pleine séance. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, les fauteuils roulants sont désormais pris en charge à 100% par l'assurance maladie, fruit d'un combat de longue haleine des structures et associations spécialisées. Mais vous allez voir, certaines inquiétudes subsistent quant à la mise en application de la mesure. En volleyball, le RC Arlésien s'installe en tête du championnat. Les sudistes étaient opposés au Good Luck hier soir en match avancé de la 8e journée. Ils remportent ce choc du haut de tableau sur le score de 3-7-1. On débute donc avec le budget 2026 de la mission Outre-mer. Il a été adopté au Sénat hier soir dans une atmosphère tendue et pour cause, malgré quelques ajustements, il accuse une baisse par rapport au crédit 2025. Signe du malaise, plusieurs sénateurs de gauche ont quitté l'hémicycle en pleine séance. Les explications de Sandrine Claude. Nous allons retirer tous nos amendements et nous partirons et nous laisserons la majorité sénatoriale décider. C'est dans une ambiance presque électrique que le budget de la mission Outre-mer 2026 a été voté au Sénat. Au cœur des crispations, la méthode employée par la droite, pourtant majoritaire, cette dernière est pointée du doigt pour avoir multiplié les scrutins publics afin de ralentir l'examen des amendements. On n'avait jamais vu ça. Il y a déjà au moins une quinzaine de scrutins publics. Autrement dit, si on va très loin, c'est une sorte de spécificité du Sénat, une seule personne peut battre tous les présidents qui sont là, qui ont fait l'effort de travailler. Je respecte les rapports de force en politique. Mais là, ce n'est plus un rapport de force, c'est une tyrannie majoritaire qui fait passer des choses qui sont inacceptables. Le budget de la mission a été voté à 209 voix pour et seulement 3 contre. Des dotations en baisse pour 2026, de l'aveu même de la ministre des Outre-mer. Si ce budget n'est pas spectaculaire, disons-le, il est sérieux, il est orienté vers des résultats concrets et je connais bien les difficultés, mais je refuse les caricatures de misère que j'ai entendues. Madame la ministre est d'une exquise finesse pour expliquer cette baisse. C'est très bien dit, très bien fait. Mais quand on connaît l'origine du FEI, le FEI a été abondé grâce à des impôts qui ont été augmentés. On avait dit au moment où le FEI se mettait en place que ça allait être une entourloupe et qu'au fur et à mesure, il allait disparaître. On y est. Les crédits de la mission s'élèvent à 2,9 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 2,8 milliards en crédits de paiement. Des baisses respectives de 21 et de 5% par rapport à 2025. Parmi les programmes de la mission, c'est celui de l'emploi outre-mer qui subit la plus grande perte. Plus de 340 millions d'euros en moins. En cause, la réforme des exonérations spécifiques aux outre-mer. En conséquence, la facture pourrait être lourde pour les entreprises ultramarines qui verraient leur masse salariale augmenter de 5 à 8%. En revanche, c'est du côté des collectivités que les dotations se voient renforcées. L'enveloppe 2026 atteindra 490 millions d'euros, soit 105 millions d'euros de plus. Concernant la continuité territoriale, l'équilibre est plus fragile. Les crédits augmentent légèrement à 76 millions d'euros en autorisation de paiement, sauf que dans le même temps, les moyens alloués à l'agence LADOM chutent de 2,5 millions d'euros et surtout de 5 équivalents temps plein. Une perte qui intervient alors que de nouveaux dispositifs doivent être mis en œuvre l'année prochaine. Pour 2026, la baisse des crédits destinés aux territoires ultramarins est nette. Malgré l'adoption hier soir au Sénat, le malaise politique est bien présent. Et vous l'aurez compris, ce budget est loin de faire l'unanimité. Élus locaux et observateurs s'accordent à pointer du doigt les crédits alloués à nos territoires. Les réactions de Catherine Conconne et Michel Branchy, recueillies par Sandrine Claude. On ne peut pas être satisfait quand un budget est en baisse pour des populations qui sont, encore une fois, les plus pauvres de l'ensemble français. On ne peut pas être content. On peut, dans un compromis, se dire qu'il y a un effort national à faire et accepter ici ou là une réduction dans nos ambitions. C'est quelque chose que je peux comprendre, tout en étant objectif. Mais de là à refuser systématiquement nos amendements
qui sont censés abonder un certain nombre de lignes, dont la continuité territoriale, dont quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que pour la 4e année, je défendais, j'insiste, la 4e année, je défendais le fait que l'État puisse contribuer aux frais, autrement dit, des coûts engendrés par le transport de marchandises et en particulier sur les denrées de première nécessité. Non. Hier soir, on a eu une organisation du vote en scrutin public, c'est-à-dire il pouvait avoir une seule personne dans le camp majoritaire, il appuyait sur un bouton et nous étions battus en brèche. C'était une organisation qui avait été montée avec le gouvernement, en plus avec la délégation Outre-mer, c'est ce qui était le plus triste à voir, que la propre délégation Outre-mer travaillait contre nous et que tous nos amendements étaient battus en brèche. Au bout du 4e ou 5e scrutin public, on a bien senti que nous étions dans quelque chose qui était inacceptable et la plupart des élus Outre-mer qui étaient présents, et en particulier ceux du bassin atlantique, les Réunionnais, etc., se sont levés et nous avons quitté la CERS. Si nos collectivités n'adoptent pas collectivement d'autres méthodes pour prémunir la Martinique, autant que possible, hein, des effets négatifs de cette baisse des crédits de l'État, eh bien, nous allons subir en 2026 une situation que nous n'avons jamais, je répète, hein, une situation que nous n'avons jamais connue auparavant. Et dans quelques minutes, nous reviendrons sur le vote à l'Assemblée du volet recettes du budget de la sécurité sociale, un sujet à retrouver dans notre page nationale. C'est le rendez-vous à ne pas manquer juste avant les fêtes de fin d'année. Morane Voyer sera en concert à Lapalouse Arena le dimanche 21 décembre pour son Apollo Tour. Et ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de la recevoir. Morane Voyer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je le disais, le grand jour approche, 21 décembre, pour cette date tant attendue en Martinique. Après un Casino de Paris qui a fait ça le comble et qui a évidemment ravi tous vos fans. Comment abordez-vous cette date en Martinique ? Déjà, j'ai vraiment hâte parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un concert, un vrai concert en tout cas, chez moi tout simplement. Et en plus, pouvoir le faire sur la scène mythique Lapalouse Arena, c'est un gros défi, c'est un challenge et je suis contente parce qu'on arrive bientôt à l'échéance et j'ai juste hâte de retrouver tout le monde sur scène en fait. Ça va être l'occasion de défendre cet album, Apollo. Oui. Comment a-t-il été reçu ? Il a été bien reçu. Franchement, je ne sais pas si les gens vont vraiment suivre, mais en ce moment, il y a les résumés des écoutes de toutes les personnes sur les plateformes et tout, et je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont eu comme album préféré de l'année Apollo. Et ça me touche beaucoup, surtout que chaque album, au final, on repart un petit peu de zéro, on ne sait pas comment les gens vont accueillir. Et je pense que j'ai réussi quand même à me faire comprendre, à emmener des gens dans l'univers que je voulais créer. Et donc c'est une bénédiction pour moi. À quoi s'attendre sur la scène de Lapalouse Arena ? Y aura-t-il des invités ? On sait que sur cet album Apollo, il y a quelques artistes bien connus en Martinique et ailleurs. Alors à quoi faut-il s'attendre ? À des surprises, bien sûr. Je ne vais pas dire plus, mais on sera nombreux sur scène. Il y a tous mes musiciens, mes choristes, il y a mes danseuses. On a mis le paquet et j'ai jamais préparé un concert comme ça. Vraiment, je pense que ça va être quelque chose. C'est une belle fête pour moi et je veux vraiment juste qu'on soit dans des bonnes énergies et puis oui, il y a des surprises. Quelle différence pour vous entre ce rendez-vous en Martinique et l'ouverture de l'Apollo Tour à Paris en septembre ? C'est pas le même public. En fait, à Paris, il y a un public, on va dire que c'est un public qui est fidèle. En même temps, des fois, il faut aller les chercher, hein, c'est normal, mais c'est des gens qui connaissent déjà tout par cœur, qui sont motivés et tout. Et en Martinique, il y a ce public-là, et il y a aussi un peu les gens qui me connaissent et puis qui connaissent un peu ma musique, qui m'aiment bien, mais qui ne sont pas forcément... qui viennent surtout voir l'enfant du pays, entre guillemets. Qui n'ont pas forcément écouté tout l'album. Voilà. Et en fait, et paradoxalement, il y a tous mes proches, il y a toute ma famille, il y a mes amis.
Donc c'est une espèce de... C'est un mélange de plein de publics en même temps. Et finalement, enfin, la plupart des concerts que j'ai pu faire chez moi, en tout cas, il y a cette espèce de sentiment d'être à la maison, d'être... voilà, de prouver un peu, comment dire, pas de prouver, mais de montrer à quel point on a évolué. C'est comme si on dit, bon voilà, j'ai fait ça, vous êtes fiers? Ok, d'accord, on continue? Ok, voilà, ça me fait un peu cet effet-là. Alors on peut voir notamment sur vos réseaux sociaux des demandes de concerts un peu partout, hein, notamment en Guadeloupe, beaucoup de fans qui demandent à quand la date cet Apollo Tour? Quels sont les prochains événements? Y a-t-il des dates déjà annoncées ou pas du tout? Alors, il n'y a pas encore de date annoncée pour la suite, mais je sais que c'est en préparation. Évidemment, je vais passer en Guadeloupe, en Guyane, déjà ça c'est sûr. Et puis ensuite, la suite, on voit tranquillement ce qui est possible de faire. Mais ouais, voilà, j'ai vraiment hâte de continuer cet Apollo Tour. Il y a plein de choses qui se préparent aussi, donc voilà. Vous avez parlé d'enfants du pays tout à l'heure. Lorsque vous voyez l'accueil réservé à l'album Apollo, à l'engouement qui peut exister autour de vous et de votre art, que vous dites-vous? Déjà, je suis reconnaissante parce que chaque personne qui me soutient et qui écoute ma musique, c'est des personnes qui me permettent littéralement de vivre en fait. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Je dis merci très régulièrement à toute ma communauté et toutes les personnes qui m'écoutent. Et puis aussi, je sais que c'est un privilège de pouvoir faire ça, de pouvoir défendre son art comme ça devant plein de gens. Et en fait, j'ai juste hâte de pouvoir célébrer ça, de retrouver la scène, de retrouver mon chez-moi. Et puis voilà. Les précédents rendez-vous, on vous a accueillis sur ce plateau. Vous étiez l'étoile montante un petit peu, une jeune artiste prometteuse. Aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes installée, que vous avez su prendre rendez-vous justement avec ce public? Je ne me sens pas installée. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à défendre. Et en vrai, je ne sais pas si un jour j'aurai vraiment la sensation de me dire, bon là c'est bon, j'ai atteint le niveau que je voulais. Je veux vraiment faire le maximum, donner le meilleur de moi pour évoluer le plus loin possible. Et c'est pas facile tous les jours, hein, mais voilà, je trouve quand même qu'effectivement, je vois l'évolution, je vois d'où je pars et je suis reconnaissante du parcours et j'ai juste hâte de la suite aussi. Eh bien, merci beaucoup, Morane Voyer. Et on Merci a à atteint vous. d'arriver au 21 décembre pour ce concert dans le cadre de l'Apollo Tour à Lapalooza Arena. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À la une aussi de l'actualité, c'était une demande de longue date des personnes en situation de handicap. Les fauteuils roulants sont désormais pris en charge intégralement par l'assurance maladie. Une avancée majeure pour l'autonomie, bien que les contours de la mesure restent flous. En Martinique, 8000 personnes seraient concernées. Yvan Lemar. Depuis le 1er décembre, les fauteuils roulants sont désormais remboursés à 100% par l'assurance maladie. Une bonne nouvelle sur le papier, mais dans les faits, la mesure fait débat. Pour les professionnels du matériel médical, ce changement implique une réorganisation complète des stocks, des commandes et des délais de livraison. Alors avant, l'attribution de fauteuils roulants pour les patients en situation de handicap était beaucoup plus simple. Le patient allait voir son médecin traitant, le médecin traitant lui prescrivait une ordonnance. Et suite à cela, le patient venait nous voir au magasin et on pouvait lui attribuer un fauteuil dans la semaine ou dans un délai assez rapide. Maintenant, avec la nouvelle nomenclature, le délai pour l'attribution de fauteuil sera beaucoup plus long, puisqu'il y aura des semaines d'essai, il y aura une visite à domicile qui devrait être obligatoire, et par la suite, bien sûr, mettre le fauteuil en attribution pour le patient. Donc, un patient qui avait l'habitude d'avoir son fauteuil dans la semaine, il va devoir être beaucoup plus patient et avoir son fauteuil dans un délai un peu plus rallongé. La réforme modifie également les conditions d'achat et de location pour les patients. La problématique est la suivante, c'est qu'ils ne pourront pas changer de fauteuil pendant 5 ans. Et du coup, sauf si on a une ordonnance qui stipule qu'il y a une casse ou que le fauteuil n'est plus adapté. Et dans ce cas, il va falloir faire des photographies pour pouvoir prouver à la sécurité sociale qu'il faut effectivement changer le fauteuil. Donc ce sera un petit peu plus compliqué qu'avant. Alors pour la location également, ça va changer parce que ça sera une location de 3 mois, renouvelable une fois, c'est-à-dire maximum 6 mois, avec un délai de carence d'1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, vous ne pourrez pas demander de location de fauteuil roulant à la sécurité sociale. Côté usager, le remboursement intégral est accueilli en demi-teinte. Oui, certaines personnes déjà en grande précarité vont pouvoir bénéficier d'un fauteuil qui soit adapté à leurs conditions de vie, pas forcément à leur pathologie. C'est l'un des points de vigilance dont il faut faire attention également. Et puis,
on a ces parents d'enfants porteurs de handicap qui grandissent. Et donc, du fait de leur âge et de leur évolution physique et pathologique, est-ce que ce remboursement à 100% qui finalement a un délai de péremption, si on peut dire ça comme ça, puisqu'au bout d'une année, ou en tout cas tant qu'une année n'est pas terminée, on ne peut pas faire de nouvelles demandes pour ces fauteuils, pour ce matériel dont on a besoin. Les modalités pratiques de cette réforme restent encore floues. Un fauteuil d'une valeur de 6 000 €, par exemple, fauteuil manuel, encore une fois, était remboursé pour entre 200 et 600 €. Aujourd'hui, quand on parle de rembourser un fauteuil neuf de cette valeur, on parle effectivement de rembourser ou de payer 6 000 € en totalité. Maintenant, pour moi, quand on me dit rembourser, ne voudrait-il pas dire que le bénéficiaire va débourser ces 6 000 € et qu'il sera remboursé par la suite, ou est-ce que ça veut dire que le professionnel va devoir s'acquitter ou transmettre un fauteuil, entre guillemets, gracieusement à un bénéficiaire pour récupérer ces fameux 6 000 €. En Martinique, près de 8 000 personnes seraient concernées par cette nouvelle prise en charge. Et puisque l'on parle de personnes à mobilité réduite, la deuxième édition du Rotary Padel Tour a débuté aujourd'hui. Pendant 2 jours, des équipes s'affrontent dans un but caritatif, récolter des fonds à destination du Foyal Club Handisport. Les précisions face à la caméra d'Yvan Lemar. Donc la deuxième édition va se passer en 2 jours. Donc nous commençons aujourd'hui vendredi à partir de 16 h le tournoi et nous finirons donc samedi soir à partir de 20 h. Il y aura la grande finale du P500 hommes avec ici présent aujourd'hui donc le champion de France 2025 de padel Manuel Vives. Alors l'objectif de la manifestation, c'est de récolter des fonds et de pouvoir offrir un véhicule utilitaire pour le club foyalais Handisport. Sport toujours avec la rencontre entre le RCA et le Good Luck en volleyball. Pour ce choc du haut de tableau de la 8e journée du championnat, les Arlésiens se sont imposés 3-7-1 hier soir au Hall Péliard de Natien. Avec cette victoire, ils prennent provisoirement la tête du classement. Récit du match, Loïc Régis et Marc Michel. L'équipe du RCA Arlésien en vert réalise une bonne entame de partie et prend vite les devants. En face, les hommes de Philippe Lyrus s'accrochent. 11 points à 7. L'écart se maintient au fil du temps. Le premier set est remporté par les sudistes, 25-21. La deuxième manche est très serrée. Les 2 formations réalisent un véritable chassé-croisé au tableau d'affichage, chacune prenant l'avantage à son tour. La fin de set tourne à l'avantage des Arlésiens, qui l'emportent 25-23. Rien n'est joué dans ce match. Les Foyalais gardent leurs bonnes intentions et sont récompensés. Les partenaires d'Emeric Christine s'adjugent la 3e manche, 25-21. De 7-1, la rencontre est relancée. Largement dominateur dans ce 4e acte, les joueurs du RC Arlésien voient leur avance fondre. Les Foyalais reviennent peu à peu. Malgré tout, le RC Arlésien s'impose 25-22 et gagne le match 3-7-1. Il faut dire aussi que le 3e set, c'est eux qui nous ont réveillés dans le match, on était là tranquille. Et on va dire aussi que ils ont appuyé sur nos faiblesses. À un moment donné, ils ont bien joué tactiquement. On n'était pas en place, on a lâché aussi physiquement à un moment. On s'est trop relâché après avoir gagné le 3e set. Franchement, erreur comme on dit, de débutant. Mais on a quand même su montrer un meilleur visage sur la fin de set. Avec cette victoire pour le compte de la 8e journée du championnat, le RC Arlésien s'installe provisoirement en tête du classement. Le Good Luck est 3e. Ce week-end, quelques rendez-vous ne manqueront pas de susciter votre intérêt. À commencer par le trail, la Trans-Martinique, dont le départ sera donné à minuit de Grand-Rivière. Au programme également la Coupe de France zone Guy Margois en basket ou encore la suite des championnats en football, handball et futsal. Les précisions de Karil Chassol. Le temps fort de ce week-end de sport est sans conteste le trail, la Trans-Martinique. Si une dizaine de courses sont au menu, l'épreuve phare de 134 km et 5000 mètres de dénivelé positif s'élancera à minuit de Grand-Rivière pour rallier Sainte-Anne. On connaîtra alors le successeur de Jordan Mionzé qui a parcouru la distance en 19 heures l'an dernier. Les bébéoles, elles, seront dimanche au Robert à l'occasion de la première journée du championnat. La première course est prévue à 10 heures.
En boxe, le Creole Open a débuté depuis 19h à l'IMS avec la présence de boxeurs du Canada, de l'île-Sœur, de Barbade ou encore de Saint-Martin et bien évidemment de Martinique. Une compétition qui se poursuivra demain. Sport collectif en football, la 10e journée du championnat de Régional 1 s'ouvre ce soir 20h par 5 rencontres. Club Péléen Golden Star au Morne Rouge, Samaritaine US Coubert à Sainte-Marie, Espoir Club Colonial à Sainte-Luce, RC Saint-Joseph à Esmondezès à Louis-Achille et Aiglon Club franciscain à Georges-Gracian. Demain 15h30, l'Inter de Sétane reçoit le Golden Lion et toujours demain, mais à 19h, le CO Trinel sera face à l'Émulation à Pierre-Aliquer. En futsal, la 11e journée du championnat s'ouvre ce soir 20h30 au François par le match Caribbean Osmose Marron Futsal. Demain, 2 rencontres sont programmées à 19 et 20h au François et au Lorrain. Les autres rencontres seront étalées jusqu'au 28 décembre. Autre temps fort du week-end en basket, les finales de la Coupe de France zone Guy-Margois se dérouleront demain au hall Péliard-Donatien. À 18h30, l'ASC Aigle Noir affrontera l'ASC Tour de la Guyane. Et au masculin, à partir de 21h, le Golden Star sera face au Maroni Basket, également de la Guyane. Handball féminin, la 8e journée du championnat de pré-national débutée en milieu de semaine par la victoire de l'Étoile de Gondo face au Club Sport, se poursuit ce soir 20h par 2 rencontres, Rapid Club Entente Meg au Lorrain et SC Lamantinois Phoenix Franciscain au Lamentin. Demain, 2 autres matchs sont programmés à 18h30 et 19h30. Chez les hommes, après la victoire du Club Sport au milieu de semaine, cette 8e journée se poursuit ce soir 21h30 par 2 matchs, FR Roche-Carré Phoenix Franciscain au Lamentin et USC Citron UJ Redoute à Corridon. Une rencontre est au menu demain 21h au Gros Morne. Je vous parlais hier du trophée Fit Your Life qui se déroulera demain à Trinité. Et bien ce soir, je vous propose de découvrir le portrait croisé de 2 participants passionnés de culturisme. Alicia et Ulrich sont infirmiers et le binôme prépare cette compétition depuis des mois. Le reportage de Caril Chassol et Robert Beauregard. Trophée Fit Your Life, on est parti! Elle, c'est Alicia, 27 ans, un vrai bout en train. Lui, c'est Ulrich, 36 ans, la force tranquille. 2 personnalités opposées, mais au même univers, la passion du corps sculpté. Tous 2 sont infirmiers et au-delà de leur métier, ils partagent une discipline, le culturisme. Ce samedi, Ulrich réalisera un rêve qu'il porte depuis longtemps, monter sur scène pour sa toute première compétition. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, une compétition de bodybuilding. Mais il faut dire que peut-être que je n'avais pas encore assez confiance en moi et c'était une idée qui germait, mais c'est au fur et à mesure de pratique à la salle que différentes personnes, en ayant vu mon évolution, m'ont incité à m'inscrire. Alicia, elle, est dans son élément. Très jeune, elle découvre le culturisme grâce à son frère. Naturellement, elle lui emboîte le pas. Une discipline qui façonne son corps, mais aussi son quotidien. Dans son travail d'infirmière, la force et la rigueur sont des alliés. J'ai des patients qu'il faut manipuler, porter, accompagner. Donc ça m'aide ça m'aide et ça aide aussi d'autres collègues qui n'arrivent pas tout seuls. Pendant ces derniers mois, la salle est devenue leur maison secondaire. 2 heures par jour minimum. Chaque détail à compter. Aucune erreur possible si l'on veut prétendre à un titre et être reconnu dans le milieu. Pour Alicia et Ulrich, une chose compte, la gagne. Moi, je suis là pour gagner. Plus honnêtement, il y a de la concurrence. J'ai vu des physiques, mais je suis confiant. Je pense avoir de bons atouts pour faire un bon classement. Je suis stressée parce que c'est ma 2e compétition et il y a 3 ans, j'avais gagné ma catégorie en 2022. Et après cette première scène, leurs objectifs sont déjà fixés. Alicia visera la catégorie Wellness. Ulrich, lui, tentera de monter sur la plus haute marche du podium en bodybuilding.
Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Les crédits alloués à la mission Outre-mer pour 2026 sont en baisse. Le vote s'est déroulé dans une atmosphère très tendue au Sénat. Plusieurs élus de gauche ont quitté l'hémicycle en pleine séance. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Ce soir, programmation exceptionnelle sur ATV. Retrouvez à 20h la cérémonie des trophées Énergie Antilles et à 21h30 en Tchèque Anticla à Saint-Joseph. Demain, ne manquez pas l'élection de Miss France 2026 à partir de 16h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi 19h. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur ATV.